BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour messieurs. Bonjour. Associé gérant de Vitam MFO. On tire pas loin de la fin de l'année. On va essayer de profiter de ce moment pour faire un petit bilan. Que de changements en 2019 ? Des grands bouleversements. Il y a 3 bouleversements majeurs. Le premier bouleversement, c'est bien sûr le cadre réglementaire dans lequel nous, les conseillers, nous sommes inscrits pour conseiller des clients. Alors on a MIF 2, qu'on a eu en 2018. On a la DDA, la directive sur la distribution des produits d'investissement assurantiel qui s'applique depuis le 1er octobre 2018. Donc on est en année pleine, j'allais dire 2019. Et qu'est-ce qu'on nous impose ? On nous impose tout un tas d'informations qui visent soi-disant à informer le client. Alors des documents d'entrée en relation, des lettres de mission, des scorings de risque. Vos sigles, etc. J'imagine l'auditeur se disant « Ok, je ferme, là c'est pas pour moi, je change, je vais sur le poste d'à côté ». Non, oui, ça s'impose à vous, mais c'est, entre guillemets, pour le bénéfice du client. Ça s'impose à nous et surtout aux clients, car nous devons, et tous les clients, tous les particuliers le savent bien, lorsqu'ils vont dans une banque, ils doivent signer tout un tas de documents, on leur fait un scoring de risque pour essayer de définir l'appétence au risque, on essaie de définir quel est avec eux le degré de risque maximal, et donc le perte maximale, parce que le risque c'est quoi ? Eh bien c'est quel niveau de perte suis-je susceptible de pouvoir accepter. Et donc ça, on le transpose directement pour le particulier. Le particulier, il ne comprend pas. Et on lui montre à un moment donné que s'il veut du rendement, il va être obligé de prendre du risque. Or, on le sait, nous sommes nourris depuis des décennies au fonds en euros, dont la mort imminente et la mort est imminente. Oui, parce que c'est toute la problématique des taux bas, voire des taux négatifs. Voire des taux négatifs. Et ça aussi, c'est un événement marquant de 2019. Alors ça, on a le cadre réglementaire qui est un peu contraint. Donc avec des sigles évidemment abominables, MIF 2 pour les produits financiers, DDA pour l'assurance, des PRIPS, c'est-à-dire des documents d'information clés. Donc aujourd'hui, on donne un document d'information dès l'instant où le client veut souscrire à un produit, dès l'instant où on lui le propose, et on vérifie bien sûr l'adéquation de ce produit à son besoin. Et on lui donne un document qui est une espèce de notice de médicament incompréhensible. Tout à chacun qui ouvre une boîte de médicaments ne lit pas la notice. C'est pareil. Donc ça ne sert à rien. À tel point que le régulateur Parfois, européen, on regarde la posologie quand même. Non mais oui, enfin la posologie, on est là pour le conseiller. Le pharmacien est là pour le dire, le médecin aussi, et nous sommes là. Donc ça, c'est le contexte réglementaire contraint, et on a vu qu'en année pleine, eh bien, ça pouvait être un frein, tandis que, on le sait, on a besoin de financer notre économie réelle. On va en parler après. Le deuxième point, c'est bien sûr l'environnement économique. Mais l'environnement économique qui est contraint aussi par des régulations européennes, BAL 3 pour les banques, Solvency 2, Solvabilité 2, pour les compagnies d'assurance qui s'appliquent depuis 2016. Et qu'est-ce que nous dit Solvabilité 2 ? Il nous dit qu'il faut adapter les besoins en fonds propres en fonction du risque, mais instantanément, pas en mark-to-market, en mark-to-model. Tandis que les assureurs, on va parler d'assurance vie, tandis que les assureurs, eux, assurance vie 1800 milliards, 1400 milliards dans les fonds en euros, tandis que donc les assureurs vie ont un engagement sur du long terme. Alors, on va dire, ok, à tout moment, vous devez être liquide, et on se rend compte que l'application de Solvency 2 nous impose aux assureurs d'avoir une quantité d'actions dans leur poche fonds euros aux alentours de 9%. Ils détiennent 80% d'obligations. Les obligations ne sont pas dévoreurs de fonds propres et elles rémunèrent 0,12 sur l'euro, sur la zone euro, entre 7 et 10 ans, voire en territoire négatif en France et en Allemagne. Donc plus on a une bonne notation, moins on a de rendement, et plus on impose aux assureurs, via cette régulation européenne, d'en détenir. C'est complètement abracadabrantesque. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait modifier, bien évidemment, cette réglementation. Mais le problème, c'est que Solvency 2 s'impose aujourd'hui, et le temps de la construction des textes qui s'imposent aux compagnies d'assurance, eh bien, n'est pas le temps des marchés financiers. Le droit est en discussion. Mais le temps que ça s'adapte, on a des marchés financiers qui sont beaucoup plus réactifs. Or, aujourd'hui, on a des taux qui sont bas. On sait qu'on a 2 risques quand on a des taux qui sont bas. La remontée des taux. Donc ça veut donc dire qu'on a continué cette politique accommodante. Et puis, deuxième risque aussi, c'est qu'à un moment donné, à supposer qu'on reste dans ces taux bas, on va se poser des questions sur la qualité des émetteurs. Et donc là, peut-être que ceux qui prêtent l'argent vont s'interroger sur la rentabilité qui repose sur ces actifs-là. Vous avez souligné, vous soulignez les côtés réglementaires, etc. Mais dans le temps, il y a aussi le temps politique, et le politique a agi ces derniers temps avec la loi Pacte qui toilette quand même pas mal le monde de l'épargne. On voit qu'on est entre le marteau et l'enclume, le marteau des taux, et puis l'enclume réglementaire.
Alors, il ne s'agit pas que la pièce à forger soit l'épargnant. C'est la raison pour laquelle on a remis un peu la fiscalité en droit, et ça c'est le troisième axe qui est plutôt positif, avec bien sûr la flat tax, puisque aujourd'hui, quel que soit le véhicule d'investissement que l'on achète, on est financier ou assurantiel, on a le même taux de taxation sur les revenus qui sont générés, c'est-à-dire 30%, 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux. Eh bien, ces 30% sont parfaitement neutres, quels que soient les véhicules. Ça, c'est déjà un aspect qui est positif. Donc c'est-à-dire qu'on choisit plus son type d'investissement avec en fonction de la fiscalité. Voilà. On choisit son type d'investissement en fonction de son appétence au risque. Et là, on revient à ce dont nous avons discuté initialement. Puis le deuxième point important aussi, c'est bien sûr l'épargne retraite, puisqu'on sait qu'on aura des difficultés à financer l'épargne que nous devrons avoir pour compenser le déficit des régimes par répartition. Et donc la retraite par capitalisation. C'est le fameux PER, qui est plan d'épargne retraite, qui a été lancé par Pacte. Eh bien, ce PER, il va nous donner la faculté de pouvoir enfin épargner sur du long terme avec des sorties en capital à la retraite, avec des sorties anticipées en cas de difficulté, en cas de pépin de vie, dans un cadre réglementaire parfaitement adapté aux besoins du client qui aujourd'hui est mobile. On n'est pas encore au fonds de pension. C'est quand même des fonds de pension un peu par capitalisation, parce que je vous rappelle qu'on peut sortir en capital, je vous rappelle qu'on peut transférer l'épargne d'un père promu par un promoteur ou bancaire ou assurantiel vers un autre promoteur, vers un autre émetteur. Donc il y a une souplesse, il y a une liberté pour l'épargnant. À tel point, je rappelle que on peut aujourd'hui, et là on se rend compte que l'État s'est bien rendu compte, le gouvernement s'est bien rendu compte de la difficulté qui reposait sur les fonds en euros des compagnies d'assurance, puisque jusqu'au 1er janvier 2023, on a un doublement de l'abattement depuis 200 euros en cas de retraite. Bon, ça, ils le font à chaque fois quasiment quand ils non, c'est la première fois qu'il y a un doublement de l'abattement depuis 200 euros. Oui, je suis d'accord, mais enfin, quand il y avait l'euro-croissance, on avait aussi une possibilité d'embarquer des... Mais l'euro-croissance, personne n'y a rien compris. Ah, mais d'accord. Donc même les professionnels n'en ont pas proposé aux clients parce qu'on n'y comprenait rien. Et Vigénération aussi. L'affaire a l'intention de beaucoup promouvoir le fonds euro-croissance, manifestement. Oui, ils veulent, mais ils ont plutôt... Mais bien sûr, mais ils ont... faut aussi se rendre compte que l'affaire est un distributeur de produits d'investissement qui repose sur Aviva, et Aviva dit elle-même qu'ils vont être obligés à un moment donné de cantonner l'accès aux fonds en euros. Alors évidemment, ils vont promouvoir autre chose, mais il n'y a pas qu'Aviva. Tous les assureurs aujourd'hui cantonnent la faculté de pouvoir investir sur les fonds en euros. Il est temps d'en sortir, il est temps d'anticiper le futur. Et ben voilà, quelques idées bien en place pour commencer 2020. Et puis on poursuivra en 2020. Benoît Lombard et Vitam MFO à nos côtés comme régulièrement. À très bientôt.